Et donc, bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde donc pour votre émission de dimanche soir. Alors, je vois directement dans les commentaires, mais non, ce n'était pas une partie génitale qui sortait, c'était un collant déchiré. Donc, c'est vrai que ça n'enlève en rien à la problématique d'avoir des personnes, des femmes à barbe, à côté d'un enfant qui est lui-même wokisé et sur la tendance LGBT. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, comme je l'ai dit, ce soir, on va pouvoir parler d'un sujet très important qui sont les standards européens de l'OMS pour l'éducation à la sexualité. Pour en parler ce soir, donc j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec la personne qui a réalisé une étude sur le sujet de fond, qui est Thibaut Kirlierzin. Bonsoir Thibaut. Salut Raphaël, salut tout le monde. Donc merci beaucoup pour ta présence. Alors on va se tutoyer, je pense, pour cet entretien, si ça ne te dérange pas. Donc Thibaut, tu es le cofondateur aussi donc d'un site qui est donc le site de Davocratie, qui produit à la fois des articles de fond sur les ONG, les réseaux et des personnalités importantes, qui a été aussi fondé donc avec tout simplement donc Grégorovic. On salue son travail qui est fait pour Davocratie, qui est un travail très important. Et donc là, tu as produit une analyse de fond sur les standards européens de l'OMS pour une association qui est l'association des Mamans Louves. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter cette association et le pourquoi avoir choisi donc ce sujet d'étude? Alors oui, les mamans loups en fait ont été connues surtout quand elles ont pris la défense des enfants, quand il y a eu les restrictions durant le Covid-19, qu'on a forcé les gamins à mettre des masques et puis qu'on les a maltraités en fait à l'école tout simplement. Et ensuite, elles ont commencé à s'intéresser aux questions de l'éducation à la sexualité. Et en décembre 2022, elles ont commencé à recevoir des premiers témoignages de parents dont les enfants revenaient traumatisés de ces séances. Et avec des détails sur ce qui était appris, comment les intervenants, il y a des histoires où on forçait des gamins à mettre des capotes sur une banane, des choses comme ça. Et donc elles ont continué à chercher sur le sujet. Elles ont étudié notamment les travaux du REPPEA, donc qui est le réseau de protection, réseau je crois, de professionnels de protection de l'enfance et de l'adolescence. Et elles ont voulu voir un petit peu sur ces standards, pousser un petit peu plus loin pour voir ce qui posait réellement problème, savoir s'il y avait de vrais biais, s'ils étaient structurels ou juste dus à la mauvaise formation, par exemple, des personnes qui intervenaient sur le sujet. Donc dans ce cadre-là, en fait, c'est Christelle Comet des Mamans Louves qui m'a directement contacté pour me demander si je pouvais étudier le sujet. Donc moi j'ai dit oui. Et puis au départ, on devait le faire de manière un petit peu plus large et dépasser le seul document des standards de l'OMS, donc les standards européens de l'OMS pour l'éducation à la sexualité en Europe, qui datent de mai 2010, mais qui sont pris comme cadre de référence de cette politique. Et en fin de compte, honnêtement, je pensais pas trouver énormément de choses, mais j'ai trouvé tellement d'éléments que l'étude s'est concentrée là-dessus. Donc on va pouvoir rapidement montrer en fait les zones d'ombre, les zones très inquiétantes qui font partie de ces standards, mais déjà, il est très important de le dire et donc tu pourras nous le confirmer. Là, tu viens de parler de 2010, donc quand on parle de ces standards donc européens pour l'éducation à la sexualité, on ne parle pas de standards qui vont être mis en application, on parle de standards qui existent déjà et qui permettent donc de définir les programmes qui évoluent d'année en année pour permettre donc de donner des directives sur cette fameuse donc Oui, inclusivité et oui. éducation à la sexualité. C'est déjà quelque chose qui est en place. Voilà. Il y a même un autre document que j'ai pas étudié pour des questions de format, puisque l'étude était déjà assez complète, qui est un document des mêmes structures qui préconise comment le mettre en œuvre. Et il y a tout un tas d'éléments qui forment une espèce de puzzle. Et le document de référence est bien celui-là. Donc, non, c'est bien, c'est déjà bien créé. Et donc, l'idée, c'était de voir s'il y a des biais, puisque il y a des prétentions de scientificité, d'objectivité ou autres. Mais c'est comme quand une ONG se dit indépendante. C'est indépendante de qui, de quoi, par rapport de quoi on parle, quoi. Donc voilà, j'ai Absolument. fait un petit peu. Si tu veux bien, je vais partager en. Est-ce que le partage d'écran est activé? Je ne sais pas. Oui, alors je vais pouvoir le montrer tout de suite. Donc je vous préviens, chers spectateurs, donc évidemment, je vous invite d'avance donc à mettre un pouce sur cette vidéo pour la référencer un maximum, de la partager. C'est un sujet donc qui est très important, qu'il faut absolument faire découvrir à un maximum de personnes. Salut à la fois donc le travail donc de Thibaut Kirlierzin, mais aussi donc on rappelle le nom de l'association des Mamans Louves. Vous avez leur site internet, vous pouvez voir les différentes actions qu'elles mènent. Donc n'hésitez pas à faire ça. Si vous êtes sur des plateformes comme X ou autre, venez directement sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde, car vous allez avoir des bugs techniques. Voilà, donc on va pouvoir mettre le partage d'écran. C'est parti, hop là. Alors je précise aussi que je vais présenter, comme je le fais habituellement, avec alors le Docanode Expanagram, qui a été créé par Gregor van der Ecken. C'est-à-dire que mon rapport est globalement une cartographie d'acteurs,
Et le DocaNote, c'est une transcription visuelle, interactive et dynamique de ce rapport. Donc vous pourrez y avoir accès. Je vais vous donner tous les liens et tout ce que je vous donnerai aussi comme information, vous pourrez les vérifier. Là, on va commencer, je vais passer dans le chat privé, qu'on voit un petit peu concrètement de quel document je parle. Je vais te faire suivre les standards, ce fameux standard de l'OMS, que tu puisses Alors transférer. pendant que tu m'envoies ce lien-là, juste parce que donc l'émission va durer, je pense, un tout petit moment, on me dit qu'il peut y avoir là des bugs son ou plutôt un déséquilibre. Donc là, j'ai réduit mon son. Je vais voir pour augmenter en espérant que ça fasse pas de bug en direct le son de Thibaut. Hop, donc je l'ai augmenté et en même temps, donc c'est bon, j'ai reçu ton lien et je l'envoie dans le chat. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que j'en ai plusieurs. Bah, c'est le fameux document. C'est le document sur lequel je me suis appuyé. Ce sont les fameux standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Vous pourrez le lire. Et ensuite, alors moi, la partie que j'ai traitée plus particulièrement, c'est le groupe d'experts. Il y en avait d'autres qui l'avaient déjà un peu fait, notamment la plateforme Jonas, et qui est une plateforme de lutte contre la pédocriminalité. Et surtout, vous verrez dedans ce que j'ai étudié, c'est ce qu'on trouve à la fin, c'est-à-dire la bibliographie. Il y a plusieurs éléments de bibliographie. Vous avez les références. J'ai tout fait un par un. J'ai tous fait un par un. Les noms. Donc vous avez des personnes physiques, vous avez des personnes morales. Et donc référence. Le point le plus problématique qu'on verra et qui constitue le centre du panagramme notamment et de mon étude, c'est la littérature scientifique sur le développement psychosexuel de l'enfant, puisqu'on va le dire rapidement, en fait, il y a des partisans de la pédocriminalité, et c'est ça qui a été vraiment très problématique dans ce document. Vous avez ensuite, je traiterai un point aussi, c'est curricula et documentation pédagogique. Vous avez aussi quelques noms, notamment d'organisations, mais 2-3 personnes aussi qui sont intéressantes à rappeler. Tout ça, vous trouverez dans mon étude. Hein. Ensuite, les sites internet, je les ai laissés de côté parce que globalement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ce sont déjà plus ou moins des organisations que j'ai déjà traitées dans l'étude. Vous avez ça. Ensuite, avant de passer au DocaNode, je vais vous renvoyer aussi vers le lien pour que vous ayez accès à l'étude que j'ai fait pour les mamans louves. En dessous, vous aurez aussi l'accès au DocaNode et vous pourrez le manipuler exactement comme je vais le faire à l'écran. Voilà. Et Absolument. Et selon je le live. tiens à préciser juste, excuse-moi de couper Thibaut, évidemment, Ouais, tout ceci sera mis en description à la fin de cette vidéo. Vous pourrez avoir accès à tous ces documents-là, donc les consulter et évidemment aussi les partager. voilà. Et en dessous, alors moi j'ai le navigateur Brave, donc ça ne s'affiche pas ici, mais normalement vous avez sur les autres navigateurs la vidéo de présentation qu'on a fait avec donc Christelle Comey avec Pierre-Yves Thévenon lors de la présentation du rapport sur le sujet. Donc je vais te le mettre aussi pour tout le monde dans le chat privé. Je vais partager encore un autre lien puisqu'on parlait de Pierre-Yves Thévenon, que je salue d'ailleurs. Et pour ceux qui à la fin se diront on ne peut rien faire, quels sont les moyens, etc. Vous avez ici une vidéo de Pierrick Thévenon, qui est donc conseiller municipal, en plus d'être pompier. Enfin, je pense que vous connaissez tous Pierrick. Et qui était intervenu donc au conseil municipal de sa ville pour exposer un petit peu le sujet. Donc voilà, ceux qui sont conseillers municipaux ou qui ont d'autres postes, d'autres possibilités, vous pourrez un petit peu visionner aussi cette intervention de Pierrick qui vous donnera des idées sur comment aborder la chose auprès des responsables publics. Voilà, donc je vous ferai ces rappels régulièrement dans le chat. Évidemment, je vous invite à rester sur notre entretien parce qu'on va pouvoir donc décortiquer tous ces éléments-là, mais ça vous servira donc de ressource plus tard pour pouvoir approfondir évidemment ce sujet, mais surtout partager le travail qui a été réalisé par ces autres personnes qu'il faut soutenir et donc partager massivement. Voilà. Et je donnerai un dernier lien avant de faire une précision. Enfin, je vais en profiter pour faire la précision. C'est que moi, je suis consultant en stratégie d'intelligence économique. Donc, intelligence économique, c'est un terme un peu large, en fait. Je suis formé par l'école de guerre économique pour faire des recherches poussées. Je ne suis pas spécialiste de l'enfance. J'étais même profane avant ça. Je suis toujours pas spécialiste de l'enfance aujourd'hui. Je suis spécialisé dans la recherche d'informations. J'ai déjà fait d'autres études sur d'autres sujets. Vous pouvez notamment retrouver sur Davocratie. Donc, quand je donnerai des avis personnels, ce n'est pas un avis de spécialiste d'éducation, je ne m'improvise pas comme tel, c'est mon avis de papa et mon avis d'homme, tout simplement, de personne. Si vous voulez voir vraiment des propositions ou des gens qui sont spécialisés sur le sujet, je vais vous renvoyer au rapport de SOS Éducation, qui a été fait aussi en collaboration avec les Mamans Louves et avec des spécialistes de l'enfance, et qui porte sur le sujet et qui fait des recommandations. Voilà. Ensuite, les analyses que je ferai, je vais vous faire une institution, on va dire, objective.
des faits, mais à partir du moment où je pourrais mettre une analyse où tu me demanderas, Raphaël, mon avis, ou pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est pas l'avis des mamans louves, c'est le mien, et c'est que le mien. Voilà, je le précise, et ce que je vais dire et les analyses que je peux faire n'engagent que moi. Absolument, donc c'est bien noté. Donc Thibaut, je te laisse nous présenter donc ce rapport, enfin ce rapport de Ouais, base, donc qui sont les standards de l'OMS. Pour nous présenter quand même donc ce sujet globalement, ce qu'il faut expliquer, bien évidemment, c'est que ces standards donc existent depuis donc plusieurs années maintenant, et la grosse problématique que l'on observe, au-delà des objectifs qui sont désignés sur différentes tranches d'âge, et lorsqu'on va de toute façon en parler, c'est-à-dire que il est déclaré que l'éducation sexuelle doit commencer dès la naissance, c'est-à-dire que selon les tranches d'âge, il y a de fortes inquiétudes à avoir sur les objectifs déterminés, notamment sur les tranches de 0,4, 4,7, 7,9 années, etc. Et le rapport de l'OMS, enfin ce standard de l'OMS, se base donc, comme Thibault l'a dit, et ça il faut bien le noter, c'est là où il faut applaudir donc le travail de recherche, c'est que ça se base sur un travail dit de scientificité. Donc, ils utilisent des documents dits scientifiques. Et c'est là, lorsqu'on va commencer à creuser les personnes qui représentent donc, en fait, cette autorité qui a ensuite été récupérée par l'OMS pour pouvoir créer ces standards-là, eh bien, soulève énormément de problématiques. On va pouvoir vite en parler. Donc, Thibaut, je te laisse nous montrer ouais. peut-être le document ou continuer la présentation. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un livre, puisque certains me demandaient, ouais, mais les sources, etc. Donc, on va commencer avec ce livre-là, qui est un Google, vous pouvez trouver en mode Google Book. Et je vais te le mettre aussi en lien, comme ça les gens pourront également aller le voir. Il n'y a pas toutes les pages du bouquin, mais il y a presque toutes. Et de toute façon, pour ce qui nous intéresse, c'est suffisant. Donc, ce livre, c'est un livre de 1990 qui s'appelle, je traduis, c'est Intimité intergénérationnelle masculine. Donc, perspective historique, sociopsychologique et juridique. Donc, ce qu'ils appellent l'intimité intergénérationnelle, en fait, ce sont les relations pédophiles. Hein, ce sont des euphémismes. Voilà. On va voir ici 2-3 noms. Vous comprendrez pourquoi je les cite. On va retenir ici, dans les trois, on va juste retenir les deux premiers. Il y a quelqu'un qui s'appelle Theo Sandfort et Edward Brongersma. Donc, ils font partie des deux des trois directeurs du bouquin, qui ont dirigé la rédaction de l'ouvrage. Et on va directement aussi voir celui qui a fourni l'avant-propos, c'est dont le titre est Le débat sur la pédophilie. Et lui, il s'appelle Gunther Schmidt. Donc, on va directement à Gunther Schmidt. C'est les pages 1 à 4. Vous pourrez lire ces pages 1 à 4. Comme ça, vous pourrez vérifier mes propos et vérifier que ce n'est pas du tout sorti de mon imagination. Vous verrez aussi qu'il met en note de bas de page notamment Magnus Hirschfeld. Donc Magnus Hirschfeld, c'est c'est celui qui a monté la première clinique transgenre en Allemagne à la fin des années 20. Et donc je vais vous citer la citation que je prends toujours de Schmidt dans mes présentations, et donc qui prend 2-3 passages de ces 4 premières pages. Alors Schmitt, lui, il parle des relations pédophiles réussies, je le cite, les relations pédophiles réussies qui aident et encouragent l'enfant, même si l'enfant accepte souvent des relations sexuelles en recherchant réellement confort et affection. Voilà, donc c'est ouvertement une promotion de la pédophilie, en fait. Mmh. Et là où ça pose problème, c'est qu'en fait, ces gens-là, Gunther Schmidt, Theo Sandfort et Brongersma, vous retrouvez leur nom dans l'étude, dans le docanode. On va commencer par exemple par Theo Sandfort, puisque c'est un directeur de publication. Mmh. Et avant que tu puisses continuer, je tiens à préciser que parmi les liens que l'on a mis, donc le rapport de Thibaut Kerlierzin, quel est ce rapport? Donc évidemment, vous avez un résumé du sujet, une introduction, et ensuite c'est surtout un travail donc de référencement et ensuite d'exploration des différentes études qui ont été utilisées à travers certains personnages que l'on va citer ici, que vous pouvez voir justement dans les références des standards de l'OMS. Et donc avec ce docanode, qui encore une fois, et là il faut vraiment savoir mettre les histoires futiles de côté et féliciter le travail important qui est réalisé. Donc là, c'est Gregor van der Ecken qui a réalisé ce travail-là, qui permet vraiment de relier tous ces réseaux-là, toutes ces personnes. Et donc, avant là, de continuer, parce qu'il y aura aussi des couleurs qui vont être abordées, etc. Donc, il y a des séparations qui ont été faites avec des profils rouges, des profils jaunes, Ouais. et la dernière couleur, C'est je le l'ai vert. peut-être oublié. Voilà, Oui, c'est le vert. vert, mais en fait, il n'a pas d'importance Voilà. fondamentalement pour ici, puisque les profils verts. Alors, avant de présenter les bonhommes qu'on a vus là, et d'autres ensuite pour embrayer dessus, euh,
c'est simple. La littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, donc le grand B des standards, c'est là où il y a eu le plus de problèmes. Il y a une cinquantaine de références, donc je dis pas des noms, des références. Vous voyez, par exemple, ici, il y a 3 noms. 3 noms, c'est une référence. Donc j'ai analysé comme ça. On parle Theo Sandford, justement, et ben, il est pris en référence ici. Et il est à côté de Peggy Cohen-Ketenis, par exemple. Donc je les ai pris, je les ai cartographiés en termes de références. Et il y a des profils qui sont vraiment différents. Hein. Donc il y en a qui ne me posent pas problème par rapport à ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des biais, et de mon point de vue de profane, hein, mais par rapport à ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire, bon voilà, est-ce qu'il y a des problèmes avec la pédophilie, la pédocriminalité, les profils verts, c'est non. C'est moi qui ai distingué profil rouge, profil jaune et profil vert, c'est pour que ça soit un peu plus visuel et surtout qu'on s'y retrouve. Les profils verts, il n'y a pas de problème. Les profils jaunes, je les ai considérés soit comme douteux, des fois de pouvoir aller plus loin, de les classer dans le rouge. Je voulais rester assez, j'ai ma subjectivité, mais un peu objectif quand même, donc enfin suffisamment objectif. Donc il y en a certains qu'on aurait pu mettre rouge clair, je les ai mis dans le jaune. Et par exemple, quand ils sont militants, des profils militants, quels qu'ils soient, bah, ça crée un biais. Ça crée un biais. Des gens qui se rapportent aux travaux d'Alfred Kinsey, donc le pédocriminel, je vous renvoie au livre de Marion Sigaud sur le sujet. Bah, ça pose problème de citer un pédocriminel. Ensuite, je ne sais pas à quel point est-ce qu'on se rapporte à ces travaux, est-ce qu'on se les approprie, est-ce qu'on les valide ou pas. Mais en tout cas, ils ne sont pas critiqués, ça c'est certain. Et il y en a d'autres qui font par exemple partie de alors l'IPPF, c'est la Fédération internationale pour la planification familiale, dont on va reparler, puisqu'il a un gros rôle dans la rédaction de ces standards, parce que globalement, c'est son bébé, quoi. Donc, pour moi, il y a des biais au vu de l'orientation idéologique de l'IPPF. Ou des gens qui sont affiliés à des structures liées directement à l'IPPF. Pour moi, ça entre dans les profils jaunes. Dans les profils rouges, en fait, j'ai mis ceux qui sont des défenseurs, soit de la pédocriminalité, soit qui sont très problématiques. Je pense par exemple au profil d'Alan McKee, dont je vais vous reparler. Et puis voilà, vous comprendrez pourquoi. Absolument. Et je me permets d'ajouter là plusieurs éléments, c'est-à-dire que là, pour ces profils rouges, comprenez bien, chers spectateurs, d'où l'intérêt de récupérer le travail là, qui a été fait donc, par Thibaut Kerlierzin, c'est que vous avez donc des listes de noms. Et d'ailleurs, ces listes de noms, ce n'est pas simplement des catégorisations faites de manière totalement subjective, c'est en prenant des extraits directement, donc pas uniquement de propos, mais en fait de leurs travaux, des travaux qui ont été réalisés. Donc, c'est-à-dire que tout est sourcé, tout est à l'appui, et ça, c'est très important. On a cité un autre nom. Demain, je vous l'annonce déjà, on aura comme invité Marion Sigaud qui parlera exactement de ce sujet-là. Donc, Marion Sigaud qui a pu évidemment collaborer donc, avec Judith Reisman, qui justement a fait tout un livre sur le rapport Kinsey, en tout cas sur Alfred Kinsey. Ce qu'il faut dire très rapidement pour Alfred Kinsey, c'est que c'est vraiment une des bases qu'il faut absolument connaître pour découvrir toutes les dérives qu'il y a pu avoir sur ces fameux travaux d'études, d'analyse sur la sexualité. Alfred Kinsey, il a été connu pour avoir rédigé 2 livres dans les années fin des années 40, début des années 50. C'est l'étude en gros du comportement sexuel de l'homme mâle et ensuite féminin. Et on se rend compte dans ces travaux-là, avec des tableaux que l'on peut voir à l'intérieur, à la fois que les personnes qui ont été utilisées pour réaliser des expériences étaient des criminels, c'est-à-dire des personnes qui étaient condamnées, qui étaient en prison, et certains pour justement des actes de pédocriminalité. Et on voit des tableaux qui montrent apparemment des statistiques, des sortes de rapports qui tentent de prouver que selon l'âge que l'on a, et ça commence dès la naissance, c'est ça qui est absolument inquiétant, il peut y avoir des comportements sexuels, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des orgasmes qui peuvent être jugés selon certaines manières, et Alfred Kinsey a produit ce travail-là, tout en étant évidemment financé par de grands groupes. Ce sont des grands groupes d'ailleurs que l'on va pouvoir revoir régulièrement derrière certains des personnages qui vont être présentés ici, notamment la Fondation Rockefeller. Ça, c'est très important à noter. Donc, c'est vraiment, on parle de travaux qui commencent depuis la fin des années 40 et qui en fait n'ont pas simplement été marginalisés et qui ont disparu. C'est que là, on observe, je vous le rappelle, les standards de l'OMS, c'est-à-dire que là, on parle de 2010 et c'est utilisé aujourd'hui pour les programmes d'éducation sexuelle en Europe. Voilà, donc ça c'est juste pour le rappel important pour que vous compreniez l'importance de ce sujet-là. Vous pourrez prendre le temps de consulter les documents et aussi de revoir cet entretien-là où on va tout détailler. Je te rends la parole, Thibaut. Oui, je te remercie. Alors oui, Kinsey, ce travail sur le masculin, c'était 1948 et en effet, c'était financé par la Fondation Rockefeller. Et ce qui est à noter, c'est que
donc il y a Mary Station Calderon, qui est une ancienne responsable de l'IPPF, qui a ensuite fondé une organisation qui s'appelle SICUS, dont Sexual Information Education Council of United States, donc Conseil d'éducation et d'information à la sexualité des États-Unis, et qui, dès le départ, elle parlait de sexualisation dès la naissance aussi, et elle prenait dès 64 en référence les travaux de Kinsey, hein, très clairement. C'est marqué, enfin c'est mis dans, d'ailleurs dès l'introduction de l'étude. Il y a d'autres personnes, hein, c'est pas moi qui ai découvert la chose. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé hein, sur. Là, vous voyez, j'ai mis une capture des travaux de la plateforme Jonas, mais ce que j'ai mis, voilà, c'est que elle affirma que les enfants sont des êtres sexuels dès la naissance, simplement. Et je ne sais plus quel propos j'avais mis, mais enfin, vous pourrez vous y retrouver. C'est à la page 3 du rapport, c'est dès le départ. Voilà. Et donc, la fondation, en effet, Rockefeller, on va la retrouver à plusieurs reprises. On va la trouver avec le Population Council, dont je reparlerai peut-être un petit peu. On peut même l'aborder dès maintenant. C'est un point que j'aborde un peu moins quand je fais les présentations. On peut aller directement à Kirby, par exemple, à Douglas Kirby, qui est pris en référence, lui, dans la section grand C, donc curricula et documentation pédagogique, dans les références. Alors, les références, qu'on s'entende bien. Les personnes qui sont prises en référence, ça ne veut pas dire que eux-mêmes ont participé à la rédaction des standards. C'est le groupe d'experts qui a élaboré ces standards, qui a utilisé dans la bibliographie telle personne ou telle personne. Voilà. Donc, ce ne sont pas les personnes qui ont demandé elles-mêmes à être dans la biblio, mais c'est le groupe d'experts qui a choisi d'intégrer ces personnes-là. Bon, ensuite, évidemment, il y a des vases communicants pour certains d'entre eux, pour pas mal. Mais voilà, il y a Population Council, par exemple, qui est pris et qui a été fondé en 52 je crois, c'était John Rockefeller III. Et ce qui est intéressant, donc je parlais de Kirby, c'est qu'en fait, Kirby, lui, donc ils en font des éloges pas possibles. Et vous verrez, il y a des liens hypertextes pour absolument tout. Et en fait, lui, donc, il a été consultant, je crois, pour quelque chose qui s'appelle Center for Population Options. Donc, si vous savez lire entre les lignes, le Centre pour les options de population, vous savez que ça a des liens avec la démographie directement. Donc, il est en fait d'Advocates for Youth, qui est aussi une organisation qui est souvent prise en référence, et notamment aussi par l'ONU, sur un autre document qui s'appelle les principes directeurs internationaux de l'éducation à la sexualité, dont une édition révisée a été faite en 2017. Mais je l'ai étudié je l'ai pris sur une page, mais c'était pas le cœur de mon étude. Et donc, c'est une excroissance, comme c'est précisé, vous verrez avec le lien, du Population Institute de Rockefeller, qui encourageait, donc ce que j'ai mis, le contrôle des naissances et souhaitait alerter sur les risques de surpopulation. Et en fait, on verra, il y a des drôles de liens entre tous les milieux néo-malthusiens et cette éducation à la sexualité, vraiment. Et donc, voilà, SourceWatch, c'est également un site que je vous recommande, qui fait un super travail. Et vu que des fois, il y a des notices qui sont un petit peu, c'est une espèce de Wikipédia, mais plus intéressant, je trouve. Et il y a des notices qui sont parfois assez anciennes, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver sur des vieux profils leur affiliation, leur appartenance, mais quel que soit le domaine. Hein, je m'en suis servi pour l'écologie. L'affiliation à un tas d'organisations, et vous trouverez vraiment un paquet d'infos dessus, donc je vous invite à y aller. Et donc, auto-présentation du Population Institute, donc qui se présente, organisation internationale, éducative et à but non lucratif, qui cherche à réduire volontairement la croissance démographique excessive grâce à l'accès universel à l'information, à l'éducation et au service de planification familiale. Nous nous efforçons d'atteindre une population mondiale en équilibre avec un environnement mondial sain et une base de ressources saines. Voilà. Et donc, il compte des membres dans 172 pays. Bon, ensuite, il a fait d'autres choses, mais voilà, c'était juste pour rebondir sur les Rockefeller. Mais ensuite, je peux passer un peu plus au cœur de mon étude, on va dire. On repassera sur Sanford, dont j'ai commencé à mentionner peut-être après. On va commencer par une autre personne, puisque j'ai mentionné Gunther Schmidt. Et Gunther Schmidt, on le trouve à 2 reprises. On le trouve dans la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant, donc le grand B, où il y a beaucoup de profils problématiques, mais aussi on le trouve dans les références, c'est-à-dire dans le grand A du document, un peu plus haut ici. Schmidt, vous le trouvez ici, Schmidt. Et donc, c'est là que j'ai commencé à tiquer un petit peu quand j'ai travaillé sur ces profils-là, parce que je me suis dit, bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a écrit, qui est-il, quelles sont ses prises de position. Et là, c'est là que ça a commencé à poser vraiment problème. Et donc, qui est ce Gunther Schmidt? Alors, Gunther Schmidt, c'est un espèce de, comme tous, des chercheurs en sciences sociales, psychologues ou autres, mais c'est surtout un gros partisan de la pédophilie, comme je vous l'ai cité. Et lui et puis 2 autres personnes que je vais vous mentionner après, puisque vous voyez qu'en dehors des profils, on a mis 3
avec Gregor, 3 défenseurs des relations pédophiles. Vous voyez 3 noms, vous voyez Günther Schmidt, Jeffrey Wicks et Ken Plummer. Et en fait, ces 3 personnes sont prises en référence dans un point du document. Il faut retrouver page 19 donc, des standards 2010, digression sur la notion de citoyenneté sexuelle. Il y a tout un blabla, une espèce de sabir de sciences sociales, que je connais pour mes années de sciences sociales. Donc ça vous parle de respect des limites, de respect de son propre corps, etc. Et vous voyez une petite note 27 ici. En fait, la note 27, ça prend 3 pédos. Donc Plummer, Schmidt et Wicks, avec chacun leurs divers écrits. Et donc Schmidt, son profil, il est simple. C'est qu'il a écrit pour une revue qui s'appelle Archives of Sexual Behavior, donc qui a été fondée par quelqu'un qui s'appelle Richard Green. Et Richard Green, lui, c'est simple, c'était donc c'est un pédophile, hein, et c'était l'ami de quelqu'un qui s'appelle Thomas O'Carroll. Et Thomas O'Carroll, c'est une personnalité centrale, puisqu'il est l'un des fondateurs, si vous voulez, de ce qui s'est appelé de 74 à 84 le Pedophile Information Exchange, c'est-à-dire un groupe d'échange d'informations sur la pédophilie. Et c'est un groupe très actif, donc c'est une promotion ardente de la pédophilie. Et même en 1980, ils ont cherché à créer une fédération internationale pour les droits des pédophiles et les droits de l'enfant, donc en voulant lier les deux. Donc c'est quand même un sacré numéro, sachant que aussi Richard Green a reçu, on revient encore sur Magnus Hirschfeld, que Schmidt a cité dans l'introduction du livre que je vous ai montré ici tout à l'heure. Et donc lui, il a reçu le prix en hommage à Richard Green, a reçu le prix qui était fait en hommage à Magnus Hirschfeld. Donc vous voyez, il y a quand même certaines interconnexions qui commencent à se créer, si vous voulez. Et Schmidt, en 2002, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le dilemme du pédophile masculin. Et ce qu'il écrivait dedans, c'est pareil, je vous ai mis les sources. Donc vous pourrez retrouver, à partir du Docanode, vous pouvez retrouver Schmidt, vous pouvez retrouver les citations que j'ai prises, son travail et autres. Et il a écrit donc un article qui s'appelle Le dilemme du pédophile masculin en 2002. Parce qu'on peut me dire, oui, mais Schmidt, c'était en 1970. Mais déjà, le problème, c'est pas que Schmidt, c'était en 1970. Le problème, c'est qu'un groupe d'experts, en 2010, pour élaborer un document, se soit appuyé sur ses écrits à lui. Et ensuite, il n'a pas changé de position, puisqu'en 2002, dans le dilemme du pédophile masculin, il dit, en fait, le pédophile, il prend beaucoup sur lui, soit, mais donc il faut le respecter, il ne faut pas le mépriser, parce qu'il prend beaucoup sur lui pour pas passer à l'acte, en fait. Donc voilà, il est encore en défense des pédophiles, en fin de compte. Et dans les années 70, justement, il avait écrit sur la sexualité infantile avec un de ses collègues qui s'appelle Volkmar Sigouche. Et donc Sigouche, lui, je vais vous le citer, il disait « L'érotisme enfantin n'est pas seulement plein de délices, il est également nécessaire ». Donc vous voyez un petit peu l'écosystème, le fonctionnement, le nom, les propos, les prises de position et l'écosystème autour de ce Günther Schmidt, et donc qui est pris en référence tant dans la partie référence, donc grand A de la bibliographie de ces standards, que dans le grand B, la littérature sur le développement psychosexuel de l'enfant. C'est cette littérature qui permet de dire ça a des bases scientifiques. Donc on commence bien avec un premier nom, c'est-à-dire un partisan des relations pédophiles. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.